Salut les terriens, soyez les bienvenus pour ce tour d'inspection de la rentrée, puisque la plupart des inspecteurs des travaux qui nous suivent ont dû certainement reprendre le travail. Bon, ne vous inquiétez pas, on va y aller tout en douceur, avec pour commencer le chantier interminable des chopsticks sur le pas de tir A. Et oui, le 5e vol va avoir du retard, c'est certain, alors autant en profiter pour s'assurer que la tour orbitale ne va pas s'écrouler, et surtout que le booster ne sera pas écrasé par les bras de Mechazilla lors de la fameuse tentative de rattrapage du premier étage. Ensuite, et tandis qu'un peu partout au sein de la Starbase, de nouveaux chantiers voient le jour, les bureaux de SpaceX en tant que nouveau siège social de l'entreprise préparent déjà leur façade à recevoir une enseigne. Bon, vous êtes prêts? Allez-y, on décolle pour le Texas. Et pour ces news légères, rien de tel que de pointer les caméras au large, bien loin de la lagune de Boca Chica dans le golfe du Mexique, où une trombe marine a été photographiée par Basecamp Zero, un observateur assidu de la Starbase. Pour rappel, la trombe marine constitue le même phénomène qu'une tornade, à la différence près que cela se produit sur l'eau. Il s'agit donc bien d'une colonne d'air en rotation, prenant la forme d'un entonnoir nuageux, aussi appelé tuba, qui se développe entre la surface d'un plan d'eau, une mer ou un lac, et un nuage en altitude. Cela nous permet de nous rappeler, si tant est que nous en avions besoin, que la Starbase, là où est actuellement développé le Starship, n'est pas l'endroit le plus calme et le plus stable en matière de météo, et même si sa proximité avec l'équateur est avantageuse pour des tirs de fusée, il n'en reste pas moins que le complexe de SpaceX est construit sur une lagune au bord d'un golfe du Mexique connu pour être traversé à de nombreuses reprises par des cyclones. En effet, ce golfe réunit toutes les conditions, une mer chaude et de faibles vents en altitude, tout ce qu'il faut pour que les cyclones s'y maintiennent et même y grossissent. Restons avec Basecamp Zero qui a le mérite de ne pas rester focus sur la Starbase uniquement, mais qui aime aussi de temps à autre partager avec nous la vie au quotidien là-bas, puisque lui-même vit sur place la plupart du temps dans son pick-up aménagé. Ce dernier était donc là, appareil photo en main pour l'arrivée d'un bien curieux convoi. En effet, un Cybertruck est arrivé sur les lieux avec dans sa remorque une statue représentant Elon Musk. Alors peut-être que pour les plus avertis d'entre vous, cette statue à l'effigie du patron de SpaceX vous dit quelque chose, et c'est bien normal, puisqu'elle est largement inspirée de ce dessin raté qui a circulé pendant un bon bout de temps sur le web, et qui a été réalisé par un fan d'Elon Musk. Il semblerait donc qu'un autre fan ait décidé de prendre ce dessin comme modèle pour en faire une statue. Et oui, que voulez-vous, l'idolâtrerie n'est pas forcément du meilleur goût, y compris en matière d'art. Mais les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Rendons-nous à présent sur le site de lancement, où après l'assemblage de la seconde tour, tout reste encore à faire sur ce pas de tir orbital B. Vu des airs, effectivement, il reste encore énormément de travail, en tout cas si on se réfère à la préparation du terrain, qui après avoir été terrassé, viabilisé, consolidé, laisse apparaître des formes explicites. En effet, le jeu consiste ici à deviner à quoi pourra bien ressembler ce nouveau pas de tir, et la façon dont le déviateur de flammes et le déluge d'eau qui l'accompagne seront tous deux agencés. Bon, pour l'instant, rien de bien évident, mais on peut cependant s'appuyer sur des observations simples et rester dans le factuel, en parlant par exemple de ces rangées de puits enfoncés qui délimitent une aire de chantier rectangulaire, dont on devine évidemment qu'elle servira pour le déviateur de flammes en raison de sa forme allongée et de son orientation en direction de la lagune. Certains en ont d'ailleurs fait quelques illustrations. Il est vrai qu'à première vue, on envisage difficilement la construction d'une nouvelle version, même optimisée, de la table orbitale actuelle. Il semblerait plutôt que les équipes d'ingénieurs aient décidé d'opter pour un pas de tir plus classique. En dehors de cette zone, qui est probablement le prolongement de ce futur déviateur, la foreuse continue son œuvre qui consiste à en extraire l'excédent d'eau et à le consolider en y éjectant ensuite un mélange d'argile et de béton. Une technique qui a fait ses preuves sur le premier pas de tir, mais également sur le site de Massey. Alors est-ce que ce chantier a pour but uniquement de viabiliser le sol, ou est-ce qu'il est prévu ici de construire des fondations? Nous ne le savons pas encore, mais il est en tout cas peu probable que le chantier de ce second pas de tir soit aussi rapide que l'assemblage de la seconde tour auquel nous avons assisté. En tout cas, je n'y mettrai pas ma main à couper. Au niveau du second Mechazilla, des bétonneuses ont commencé à alimenter le réseau de tuyaux temporaires qui permettent de couler du béton à l'intérieur de chacun des pieds de la tour, mais aussi dans chacun des angles de chaque module qui la compose. Pour rappel, dès le début de la construction de l'édifice, nous avions aperçu ces pieds préfabriqués en acier et creux à l'intérieur, destinés à servir de coffrage permanent pour un remplissage en béton. Une opération donc qui consiste simplement à consolider la structure de la tour et qui fait que malgré son assemblage très rapide, il reste encore pas mal de travail à accomplir.
Notez qu'un peu plus loin, des fondations ont été construites. Ces 4 murs qui semblent émerger de terre n'ont pas encore été identifiés par la plupart des observateurs de la Starbase. Plusieurs options sont envisagées, même s'il est déjà peu probable apparemment, en raison de sa forme, qu'il fasse partie intégrante du second déluge. Enfin, et nous laisserons ensuite de côté ce gigantesque chantier du pas de tir B, l'une des foreuses qui justement sert à viabiliser les sols a été mise de côté et partiellement démontée. Alors est-ce le signe que les travaux de consolidation des sols sont en passe d'être achevés? Comme toujours là, affaire à suivre. Du côté des réservoirs de la ferme à Ergol, rien de notable, si ce n'est les réservoirs verticaux qui ont récemment été complètement retirés et mis au rebut. Des travaux ont donc depuis eu lieu ici, afin de faire place nette et de permettre l'installation d'autres infrastructures. D'ailleurs, le matériel qui a dernièrement été livré et déposé juste devant l'ancien parc à réservoirs verticaux laisse à penser qu'on ne devrait pas tarder à les voir apparaître très bientôt. Sur le pas de tir A, quelques travaux sur les chopsticks, vous me direz pour changer. Et oui, je crois bien qu'on n'aura jamais vu autant d'ouvriers et de grues s'acharner sur les bras de la tour que ces derniers temps. On a ici les points d'arrêt qui servent, comme leur nom l'indique, à éviter que les deux bras ne se percutent dans leur mouvement de fermeture. Des points d'arrêt qui ont donc été remplacés. Alors est-ce une simple mise à jour ou est-ce que ces derniers ont été abîmés par les récents tests qui ont été effectués sur le B14 points avec les bras de la tour? Ça, on ne le sait pas encore, mais il est fort probable que les équipes aient trouvé un meilleur moyen de stopper ces derniers dans leur mouvement de fermeture avant qu'ils ne s'abîment l'un contre l'autre. En effet, il se pourrait bien par exemple qu'un simple logiciel de verrouillage ait été paramétré plutôt que de lourds points d'arrêt qui devaient faire leur pesant et donc ne pas trop coller à la philosophie muskienne « best part is no part ». Affaire à suivre. L'ossature des chopsticks est tout de même à nouveau renforcée, tandis que les fameux amortisseurs dont nous avons maintes fois parlé dans le journal de la Starbase affluent désormais dans les airs afin d'être installés et fixés sur les supports qui leur sont destinés. Une foule d'ouvriers est visible à différents endroits, et on s'en rend véritablement compte avec cette vue d'ensemble du chantier colossal qui a lieu en ce moment même sur le pas de tir principal de Boca Chica. Beaucoup plus haut et même carrément au sommet de la tour orbitale, un chantier plus discret a lieu. Il semblerait que des techniciens s'appliquent à installer des caméras supplémentaires et à les disposer au mieux afin de ne rien louper des décollages et bientôt qui sait des rattrapages par les bras de la tour. On voit d'ailleurs au centre de ce dispositif la caméra IMAX qui, pour rappel, est un format de pellicule ultra performante qui a la capacité d'exposer des images d'une plus grande taille et d'une meilleure résolution que les pellicules conventionnelles. Et oui, les équipes de SpaceX comptent bien non seulement suivre le 5e vol sur un grand écran au décollage, mais si possible avec le plus de détails pour cette fameuse manœuvre de rattrapage par les bras de la tour. Non loin du premier pas de tir, le tout premier des prototypes, le célèbre Starhopper, ne devrait plus désormais jouer les retraités actifs en faisant office de château d'eau et d'antenne relais, ni jamais plus dormir à la belle étoile. En effet, Mary, la Boca Chica Girl, a photographié de nouvelles fixations qui sont apparues très récemment sur l'appareil, promettant à demi-mot une future relocalisation de l'engin. On le soupçonne d'être intégré à terme à une sorte de musée dans le bâtiment destiné au bureau de SpaceX. Enfin, avant de faire un point sur les prototypes, attardons-nous quelque peu sur T-Rex, la grue immense qui a été livrée sur le site de lancement il y a un peu plus de 2 mois de cela et qui a formidablement bien rempli sa mission. Une mission qui, pour rappel, consistait principalement à assembler la seconde tour du pas de tir. Eh bien, figurez-vous qu'après avoir accompli cette tâche, elle a finalement été mise au sol afin d'être reconfigurée. Alors pour le coup, ce ne sera pas dans une configuration optimale, mais plutôt sous une autre forme, disons plus petite, afin de pouvoir œuvrer sur d'autres chantiers. Allez, faisons maintenant un petit point sur les prototypes, d'abord sur le site de production, où dans le high-B, les ouvriers poursuivent une tâche dantesque qui consiste à rhabiller complètement le S-31, qui participera en toute logique au 6e vol. Ce dernier est effectivement en train de revêtir la V2 du bouclier thermique destiné au 2e étage. Le S-30, celui dont nous parlerons dans quelques instants, sera pour rappel le premier à tester ce bouclier revu et corrigé en conditions réelles. Ensuite, du côté du second Mégabé, nous retrouvons à nouveau le S-33, tout premier et digne représentant de la V2 du Starship, qui, après avoir été assemblé dans son intégralité, se trouve désormais installé sur le stand à moteur pour recevoir ses 6 Raptors, dont 3 Vacuum, des moteurs optimisés pour l'espace, et 3 autres moteurs optimisés pour notre atmosphère. Il ne devrait plus tarder à entamer sa campagne de test à présent. D'ailleurs, l'un de ces 2 ailerons arrière lui a été livré récemment et nous devrions bientôt le voir rejoindre son propriétaire. Lentement mais sûrement, le S-33 est en train de voir le jour dans ce gigantesque hangar. On a en tout cas hâte de le voir passer à l'action. Notez qu'une section du futur B-15 a fait son apparition sur la voie principale des hangars, un segment sorti tout droit du ventre de la pouponnière à prototype et qui devrait rejoindre très bientôt le premier Mégabé où sont actuellement assemblés et stationnés tous les boosters qui participeront au prochain vol.
Vous remarquerez que si nous avons souvent le droit à des images des deuxièmes étages assemblées à l'intérieur du second mégabay, peu d'informations et quasiment aucune image ne filtre du premier. Bon, qu'est-ce qu'attend Elon Musk pour poser des caméras à l'intérieur? Il faut absolument que je passe un coup de fil, moi. Enfin, allons sur le Rocket Garden, sur le site de Sanchez, où la future star du prochain vol, justement, le S-30, est toujours en train de se faire bichonner, même si on ne sait pas encore quand est-ce qu'il aura le feu vert pour rejoindre le pas de tir. En attendant, vous voyez ici un ouvrier s'activer sur la porte d'accès de la partie cargo du Starship, avec probablement des travaux prévus à l'intérieur du prototype, avant d'entamer la phase finale juste avant le lancement. Allez, faisons à présent un saut sur le site de production. Vous pensiez peut-être que la Star Factory en avait fini de grandir, mais il n'en est rien. On l'a évoqué récemment, le monstre qui accouchera à la chaîne du Starship ne cesse de s'étendre. Ici, on a l'extension en cours de ce gigantesque bâtiment qui sera probablement ouverte sur les fameux bureaux de SpaceX, nouveau siège social de l'entreprise du côté de la Highway 4. Ce bâtiment a vu pour sa part l'installation de panneaux vitrés fumés, équivalents à ceux qui ont été installés sur la façade de la pouponnière à prototype. Un peu plus loin, les travaux se poursuivent et on commence un peu à deviner que la jonction entre la Star Factory et le siège social de l'entreprise devrait avoir lieu ici, de l'autre côté. Le petit village gaulois, qui entre parenthèses faisait de la résistance, l'ancien lopin de terre racheté par SpaceX pour 15 millions de dollars, et oui ça fait cher le mètre carré, est désormais occupé par des piliers de soutènement qui ont été couchés en attendant d'être installés. Il est donc de plus en plus probable que cette partie-là du site de production devienne, à terme, l'entrée principale du site pour sa partie administrative et pour les futurs visiteurs. Juste à côté, nous nous retrouvons en plein cœur du village de SpaceX qui, comme son nom l'indique, regroupe les habitations des employés, un endroit résidentiel qui jouxte véritablement le site de production. Là-bas, de nouvelles fondations n'en finissent pas d'apparaître, et à cet égard, Mauricio verrait bien à cet endroit qui se situe vraiment en bord de la lagune, la construction d'un restaurant dédié à l'art culinaire japonais. Rien que ça. Et oui, manger des sushis ici, afin d'assister dans la foulée à un lancement de Starship, ce serait tout de même pas mal. Enfin, quittons les lieux par les airs avec l'avion de Mauricio afin de nous rendre compte que ce village de SpaceX, le site de production et le site de Sanchez cohabitent tous les trois sur une toute petite île au final. Notez que la Star Factory a vu une partie de sa façade, côté hangar, être découpée afin d'y créer une entrée à la forme vraiment particulière, vous ne trouvez pas ? Mais dites-moi, est-ce que par hasard ça ne serait pas pour y faire passer, en plus des nombreuses sections de prototypes, le fameux stand en forme de crabe? Pour le coup, je serais curieux de connaître votre avis sur le sujet, les terriens. Pronostic ouvert, en commentaire. Notez que ce n'est pas la seule chose qui saute aux yeux dans le coin, et entre-temps, des marques sont apparues sur la nouvelle façade de panneaux vitrés des bureaux de SpaceX. Et oui, il pourrait bien s'agir de préparation de petits supports pour l'installation du logo de l'entreprise, qui cette fois-ci, en tout cas on l'espère, ne sera pas détruit à peine posé, comme ce fut le cas pour l'ancienne enceinte de la Starbase et son fameux mur flanqué du slogan Gateway to Mars. Pour l'instant, le seul endroit où l'enseigne de SpaceX est encore visible, c'est à l'ancienne entrée du site de lancement, condamnée depuis. Il est donc fort probable que pour marquer le coup du déménagement du siège social de l'entreprise, le logo apparaisse ici désormais. Et tandis que le site de construction se réorganise et prend au fur et à mesure un tout autre visage, certaines théories commencent à émerger au sein de la communauté des passionnés du programme Starship. Des théories qui tiennent la route parce qu'effectivement, la Starbase de Boca Chica compte bien devenir à terme l'endroit où seront créés les centaines de boosters et de vaisseaux destinés, rêvons un peu, à coloniser Mars. Parmi toutes celles qui refont surface actuellement, on a celle qui nous paraît la plus plausible, c'est la création sur le site de Sanchez d'un 3e mégabay. Ça impliquerait de facto la construction d'un 4e, puisque pour rappel nous avons actuellement 2 gigantesques hangars opérationnels, un pour les boosters et un autre pour les vaisseaux. Il serait donc tout à fait logique que dans les prochains mois, nous assistions à la construction de 2 autres hangars de ce type, d'autant qu'apparemment SpaceX avait déjà anticipé un tel besoin. Affaire à suivre là aussi. Et voilà les terriens, merci encore pour votre présence chaque semaine pour ces 2 tours d'inspection que nous faisons chaque mercredi et chaque samedi. Pour info, Philippe sera de retour pour répondre à vos questions la semaine prochaine après un bon repos bien mérité. Donc si vous avez des questions techniques sur le sujet, sur la Starbase, et bien surtout, l'espace commentaire est à vous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des vidéos que je poste ici, et surtout pensez bien à mettre le pouce en l'air de YouTube pour que l'algorithme recommande notre contenu à toujours plus en plus de monde. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, on se retrouve ce vendredi sur le Journal de l'espace pour l'actualité spatiale, à très bientôt les terriens.